Bonjour. Désintégration et décroissance radioactive, statistiques et probabilités et inversement. Alors vous allez comprendre pourquoi ce titre-là. Je vous propose ici en fait une simulation. Voilà, j'ai simulé 1520 noyaux qui deviendront instables lorsque je lancerai le temps. Pour l'instant, le temps ne s'écoule pas ici. Ce que l'on va voir, c'est que ils vont se désintégrer les uns après les autres. Et donc, on suivra cette désintégration aussi bien sur ce graphe ici. On verra le nombre de désintégrations à chaque seconde, c'est-à-dire l'activité. Et puis, on viendra porter sur ce graphe cette activité mesurée seconde après seconde. Alors, avant de lancer la simulation, je vous propose un petit peu de regarder le formalisme qui est derrière. Je vais commencer par une première équation que j'ai appelée équation intuitive et statistique de la désintégration. Voilà. Ce que l'on peut entendre assez aisément, par exemple, c'est que si par exemple on a 1 million de noyaux et qu'avec ce million de noyaux on est pendant une seconde sans désintégration, alors on peut comprendre qu'avec 2 millions de noyaux on aura en moyenne 200 désintégrations. Ce qui veut dire que le nombre de désintégrations est proportionnel au nombre de noyaux présents. Ensuite, et de la même façon, si avec ce million de noyaux j'ai 100 désintégrations pendant une seconde, on comprend très bien que sur 2 secondes, on aura là encore en moyenne 200 désintégrations. Donc ce nombre de désintégrations que j'ai noté ici, dn, il est proportionnel au nombre de noyaux et à la durée dt. Voilà. Donc ce que l'on peut écrire ici, dn, alors avec une barre, ça veut dire un nombre moyen de désintégrations, est proportionnel au nombre de noyaux présents, n de t, à la durée considérée. Et que donc si on parle de proportionnalité, c'est qu'il existe une constante de proportionnalité que l'histoire a retenue sous la dénomination lambda, que l'on appelait constante de proportionnalité. Alors sa dimension, là c'est un nombre, un temps, donc obligatoirement lambda c'est l'inverse d'un temps, il est en général donné en seconde moins 1. Voilà. On l'appelle la constante radiologique, on verra qu'on peut lui donner un nom un petit peu plus pertinent. Alors, on peut montrer que ce lambda, qui est donc l'inverse d'un temps, est égal à log de 2 sur T1,5, où T1,5 c'est la période. Alors moi, la période, c'est le seul paramètre que je vais utiliser pour ma modélisation. On peut montrer donc inversement, la période, c'est log de 2 sur lambda. Voilà donc pour cette première équation que l'on peut établir de façon un petit peu intuitive. Alors en fait, on va voir que ce n'est pas l'équation fondamentale. L'équation fondamentale, ça c'est une équation statistique, d'accord ? C'est la vision probabiliste de ce modèle-là. Et si on passe à la vision probabiliste, alors comment est-ce qu'on fait pour passer des statistiques aux probabilités ? Je reprends mon équation statistique, d'accord ? Et je divise à gauche et à droite par n de t, donc je fais passer n de t ici, et j'obtiens la fraction dn sur n de t. Alors, dn sur n de t, ça représente quoi? Ça représente le nombre de désintégrations qui se sont produits sur un nombre rapporté au nombre de noyaux présents. C'est comme un jeu de pile ou face. Si vous jetez 1000 pièces en l'air, vous vous attendez à avoir à peu près 500 faces. Et donc, si vous faites le rapport, ça sera 500 faces sur 1000 pièces jetées. Ça vous fera 0,5, c'est la probabilité d'avoir face. D'accord ? Voilà. Donc, ce rapport-là, donc 0,5 c'est la probabilité d'avoir face si je jette une seule pièce. Ce rapport-là, dn sur dt, c'est la probabilité qu'un noyau se désintègre pendant la durée dt. D'accord ? Donc, si je reprends mon équation, dn sur dt s'écrit à partir de celle-ci naturellement lambda dt, ici. Et ce rapport-là, on a dit, c'est une probabilité que l'on va nommer dp. Et donc là, on obtient l'équation 2, qui est la probabilité de se désintégrer pour un seul noyau sur la durée dt. Et cette probabilité, dp, se calcule comme lambda dt. Donc ça c'est l'équation probabiliste, qui se rapporte à un seul noyau. Voilà. Et celle-ci est plus fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste un suivi statistique d'une population, etc. Elle s'intéresse à la physique d'un seul noyau. Et on va voir que c'est beaucoup plus profond quelque part. Alors, autre chose, on peut écrire aussi avec toujours cette équation 2 que lambda, en fait,
c'est dp sur dt, ce que l'on peut entendre comme étant la probabilité de désintégration par unité de temps de chaque noyau. Et ce qui est absolument fondamental ici, c'est que cette constante-là est indépendante du temps écoulé. Et ça, on arrive au cœur du problème, à savoir que ce processus de désintégration, c'est ce qu'on appelle une mort sans vieillissement. Si on considère par exemple deux noyaux que l'on fabrique à l'instant t0, voilà, on les fabrique et on les lance sur l'axe des temps. Eh bien, il est possible que pour ces deux noyaux, pour la première seconde qui va s'écouler, ils ont une probabilité donnée de se désintégrer, d'accord ? Considérons le cas où le premier noyau se désintègre durant cette première seconde, ça peut arriver, et puis le second noyau ne se désintègre pas, et considérons ce noyau 1 million d'années après, par exemple, il ne s'est toujours pas désintégré, eh bien, au bout d'1 million d'années, dans la seconde qui suit, voilà, dans la seconde qui suit ce million d'années, il a toujours la même probabilité de se désintégrer que lors de la première seconde. Ce qui est quelque chose de très étonnant. Alors là-dessous, il y a plusieurs aspects qui se cachent. Le premier aspect que l'on peut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme interne qui ferait qu'un noyau est programmé pour se désintégrer à une date donnée. De la même façon, un noyau ne s'use pas au cours du temps. Ça veut dire que à la première seconde ou au bout d'1 million d'années, s'il ne s'est toujours pas désintégré, il est strictement identique. Rien n'a changé. Ce qui veut dire que quelque part, il n'y a pas d'élément déclencheur à la désintégration. C'est réellement un phénomène fondamentalement probabiliste. Ça veut dire que le noyau, à chaque seconde qui s'écoule, c'est comme si jetait un gros dé avec une très faible probabilité de gagner. S'il gagne, il se désintègre. S'il ne gagne pas, il continue. Et à chaque seconde, il continue à jeter son voilà. Donc c'est une probabilité fondamentale. Einstein était contre cette vision des choses. Einstein était pour des théories à variables cachées. Alors, le débat ne se portait pas sur la désintégration, ça se portait sur ce qu'on appelle le paradoxe EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. C'est globalement sur les processus d'intrication quantique. En 1983, Alain Aspect a démontré qu'il n'y avait pas de théorie à variables cachées. Donc, cette physique-là, elle est fondamentalement probabiliste. Alors, ces probabilités, les physiciens ont pu les déterminer, les modéliser. La loi la plus simple, c'est la loi de Geiger-Nuttall pour les désintégrations alpha, par exemple. Vous avez aussi le modèle de Fermi pour les désintégrations bêta- et bêta+, qui arrive à quantifier ces probabilités en fonction des paramètres des noyaux, les spins nucléaires, les énergies mises en jeu, etc. Mais ça reste fondamentalement probabiliste. Voilà. Et ça, alors, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est le sel de la physique. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que on peut calculer, une fois que lambda est connu, alors lambda, on le connaît à partir de la demi-période, ici c'est moi qui l'ai choisi, on peut calculer la probabilité par unité de temps. Et en fait, cette simulation que je vous propose, elle repose sur une seule équation élémentaire. Je vais vous la montrer dans le code. Voilà, elle est là. Donc ici, je viens chercher cette probabilité que j'ai calculée dans ma feuille Excel. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et là, le début de calcul est ici. Voilà, et il y a une seule ligne. On calcule, alors c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. C'est partie entière de random plus dp. C'est une variable aléatoire qui va sortir 0 avec la probabilité 1 moins dp, et qui va sortir 1 avec une probabilité égale à dp. Voilà. Donc lorsqu'on sort 1, le noyau se désintègre, et lorsqu'on sort 0, il ne se désintègre pas. Donc c'est une seule équation qui est fondamentalement probabiliste. On calcule, on connaît la probabilité, et on joue de cette probabilité pour fabriquer cette variable aléatoire. Voilà, tout simplement. Donc c'est quelque chose, donc tout le reste c'est pour gérer l'image, etc. Mais le code repose sur cette simple équation. Voilà. Alors à noter, il n'y a pas d'exponentielle. On y reviendra plus tard. Donc voilà pour cet aspect probabiliste. Et ce qui signifie qu'ici, ces probabilités-là, on peut les calculer effectivement. Alors une autre grandeur intéressante, c'est la durée de vie moyenne, qui est plus fondamentale que la demi-période.
taux, c'est 1 sur lambda. Voilà. Donc ici, à partir de la demi-période que j'ai choisie, 26 secondes, la durée de vie moyenne, 38 secondes. Donc on peut calculer lambda. Voilà, c'est 2,6 10-2 secondes moins 1. Et donc lambda dt, bon, ici dt, ça sera mon unité de temps, ça sera la seconde. Cette probabilité élémentaire est égale à 2,67%. Bon, on verra que c'est par rapport à l'essentiel des sources, des sources que l'on peut rencontrer, c'est en réalité une probabilité très élevée. D'accord ? Voilà. Bon, c'est une petite simulation qui ne prend en compte que 1500 noyaux, ce qui est pas le cas le plus fréquent. Hein. Je vous montrerai un petit exemple. Mais voilà comment on peut calculer cette probabilité-là. Ensuite, troisième équation, c'est la notion d'activité. Hein. Alors, la notion d'activité, ici, je repars toujours de mon équation statistique que j'ai établie initialement. Je la transforme à nouveau, mais un petit peu différemment. Maintenant, je divise par dt, donc je fais passer dt ici. Et je peux écrire que dn sur dt, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps, tout simplement. Et par définition, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'activité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, à partir de cette équation-là, c'est que l'activité est égale à lambda n de t. Donc, l'activité à un instant donné est proportionnelle au nombre de noyaux présents dans la source. Alors donc là encore, pour ma part, hein, c'est ma perception des choses, cette équation elle est absolument fondamentale. Hein, dire que l'activité c'est égal à lambda n de t, elle est réellement importante hein, parce que elle est plus fondamentale, on va le voir, que l'équation sans doute la plus connue, qui est l'équation avec l'exponentielle, qui est pour ma part, elle est certes intéressante sur un plan pratique, mais c'est la dernière. C'est une propriété émergente que je qualifierais de secondaire. Hein. Celle-ci nous donne, voilà, l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux présents. D'accord ? On en déduit une relation intéressante qui est la relation masse-activité. C'est-à-dire que l'activité qui est donc liée au nombre de noyaux, ben le nombre de noyaux, c'est une masse. Hein. Et on peut donc établir, pour un radionuclide donné, XZA, hein, de numéro atomique, de nombre de masse, grand A, qui est proche de la masse molaire. La masse molaire du plutonium 239, c'est 239, quelque chose. On peut établir une relation entre la masse, en grammes, et ici l'activité en becquerel. Hein, on voit donc c'est l'activité que multiplie la période, que multiplie la masse molaire, divisé par log de 2, divisé par le nombre d'Avogadro. Alors, j'ai pris l'exemple de 40 becquerels de césium-137. Pour comprendre pourquoi j'ai pris 40 becquerels de césium-137, c'est une petite activité en césium-137, d'accord ? Pour autant, avec cette petite activité, on a une masse très faible, hein, c'est une période assez courte, c'est 1,24 10-11 grammes, hein, une très très faible masse, mais ça c'est caractéristique des radionucléides de période courte. Pour autant, et malgré une masse aussi faible, le nombre de noyaux présents pour 40 becquerels, c'est 5,4 10 puissance 10, donc c'est considérable. Et la probabilité qu'un noyau de césium-137 se désintègre durant une seconde, c'est 7,3 10-10. Voilà. Hein, donc on a un nombre de noyaux très grand, donc c'est un nombre de décès, si vous voulez, hein, de jetés de pièces, et une probabilité très faible. C'est ce qui permet d'affirmer que les processus de désintégration suivent sur un plan statistique ce qu'on appelle une loi de Poisson. D'accord ? Voilà. Et alors, pour terminer, avant de lancer la simulation, cette relation nous permet de dire qu'avec 1500 noyaux qui sont présents ici, eh bien, lorsqu'on va lancer la simulation, on peut s'attendre en moyenne, hein, lorsqu'on a cette barre ici, ça veut dire que ce sont des valeurs moyennes, on peut s'attendre en moyenne à avoir, durant la première seconde, 40,5 becquerels en moyenne, hein, je précise. Hein, parce que sur une seconde, on aura un nombre entier de désintégration. Voilà. Donc, je vais lancer ma simulation. Alors, on va la suivre sur plusieurs paramètres. On va voir les noyaux se désintégrer ici. On va voir l'activité réelle mesurée à chaque seconde. Voilà, qu'on pourra comparer avec l'activité moyenne attendue. On va compter les noyaux qui se désintègrent. Donc là, ici, on a un compteur. Voilà, donc c'est parti.
le temps s'écoule, c'est parti, on compte, première seconde, 42. Voilà, 45, et on affiche. Hein, donc on voit les noyaux qui disparaissent, alors qu'ils se désintègrent. J'ai pris soin de laisser un noyau fixe. Hein. Lorsqu'on parle de désintégration, c'est un peu violent, hein. C'est juste en général un nucléon qui change d'état, un proton qui devient un neutron, etc. Et là, on voit donc cette activité qui a un comportement totalement aléatoire. Hein. Voilà, on peut avoir des valeurs des séries de valeurs qui augmentent, comme là, on a 4 séries de valeurs d'activité qui augmentent. Et alors, qu'est-ce que l'on constate? On voit bien que lorsque le temps s'écoule, l'activité ne cesse de baisser. Pourquoi est-ce que l'activité baisse? Simplement, il y a moins de noyaux présents. Donc, puisqu'il y a moins de noyaux présents, au travers de cette relation-là, mon activité baisse. Tout simplement. D'accord? Voilà. Alors ici, le temps s'accélère un petit peu, hein, parce que le temps machine, il n'est pas régulé comme un vrai chronomètre. Hein. Simplement, j'ai moins de points à gérer, donc ça va un petit peu plus vite. On a de moins en moins de noyaux. Hein. On commence à avoir ici une activité très faible. Voilà, avec des fluctuations relatives assez importantes, hein, mais ça continue à baisser. On a de moins en moins de noyaux. Voilà, donc on oscille entre 0, 0, 2, 3, etc. Voilà, et on s'arrête au bout de 150 secondes. Donc voici ma première histoire, d'accord? Et donc, maintenant, ce que l'on constate, c'est que l'on a effectivement, sur un plan statistique, on a une décroissance. Et effectivement, cette décroissance, on peut la modéliser tout simplement en repartant de l'approche statistique, en disant auparavant qu'une désintégration, alors une désintégration, moi c'est un coût supplémentaire sur mon compteur, c'est aussi un noyau instable en moins, d'accord? Donc on va introduire un signe moins. On va écrire que le nombre de noyaux présents, le nombre de noyaux qui disparaissent, hein, donc que l'on va soustraire, c'est moins lambda n de t. D'accord? Donc cette équation différentielle s'intègre très simplement, hein, c'est l'équation différentielle la plus simple au monde, hein, c'est dn sur n, l'intégrale c'est un logarithme, on passe à l'exponentielle, je ne vais pas vous faire la démonstration, et on arrive à l'expression suivante qui est que l'évolution du nombre de noyaux en fonction du temps est égale au nombre de noyaux présents à l'instant 0, à l'instant initial, exponentielle moins lambda t. On multiplie à gauche et à droite par lambda t, et on obtient la même relation sur l'activité. Donc l'activité au cours du temps évolue comme l'activité initiale à l'instant initial, que multiplié exponentielle moins lambda t. Voilà. Donc on retrouve cette exponentielle qui est bien connue. Hein, je vous rappelle que lambda c'est log de 2 sur t1,5. Hein, alors c'est effectivement ce que l'on constate, mais je dirais que ce n'est pas une propriété fondamentale, c'est une propriété émergente. Ça ne veut pas dire qu'elle est négligeable, qu'elle n'a pas d'intérêt, mais hein, sur un plan pratique, c'est celle que l'on constate. Je reviens sur, par exemple, ici, sur mon équation masse versus activité. Hein, ici, par exemple, cette relation-là permet de calculer la période d'un radionuclide de période longue. Hein, si vous prenez du plutonium 239, hein, pour estimer sa période, ça va être un petit peu illusoire de mettre une source, de la mesurer et d'attendre que l'activité ait baissé d'un facteur 2. Hein, donc vous voyez, c'est une relation plus fondamentale. Voilà, donc ceci étant dit, ici, ma loi de décroissance, je peux l'afficher, elle est là, et vous voyez qu'elle fit bien, je dirais, a posteriori, ma décroissance, qui, elle, je vous le rappelle, est construite, ma simulation, qui est construite sans aucune exponentielle. Hein, tout simplement, en physique, lorsque la variation d'une grandeur est proportionnelle à la grandeur présente, eh bien, on aboutit à une exponentielle. Voilà, c'est une loi assez générale, hein, qui marche pour beaucoup de processus. Voilà. Alors, au-delà de ça, ce que l'on constate, et je vais relancer une petite histoire. Voilà, je vais initialiser. Hein. Voilà, donc ça, c'est la loi de décroissance attendue, en partant de 40,5 becquerels. Et on voit bien que lorsqu'on lance l'expérience, eh bien, on a des valeurs qui vont fluctuer aléatoirement. Hein. Là, donc, j'ai 52, je suis dessus, etc.
Hein. Alors, c'est pas une fois sur deux. Hein. On a des séquences qui... On va être ici, là, pour l'instant, on est voilà, 4 fois dessous. Hein. On a des fluctuations aléatoires autour de la valeur moyenne. Alors ici, les fluctuations aléatoires, elles sont assez amplifiées parce qu'on a peu de noyaux. Hein. Donc, on a des fluctuations relatives assez importantes, ce qui est plus amusant. Hein. Mais on voit bien que en moyenne, et en moyenne seulement, on suit la loi de décroissance, je dirais, classique. J'en profite pour attirer votre attention sur un aspect assez étrange qui est dû au hasard, le vrai hasard. Vous voyez par exemple ici cette ligne, trop tard, hein, je relancerai. On voit sur ce schéma, on n'a pas une dispersion homogène des points bleus et des points qui sont non remplis. On a des agrégats avec notamment, alors ici il ne me reste pas grand chose, là j'ai une belle ligne, vous voyez, j'ai une ligne de 6 noyaux. Ça c'est le hasard qui réalisait ça. Hein. On peut dire que ce sont des configurations qui ont l'entropie la plus élevée. Voilà. Donc ça, c'est encore un effet du hasard. Bon. Là, j'ai encore, hein, vous voyez, des agrégats ici. Hein, les non désintégrés ont tendance à se regrouper, à faire des paires. Ça, c'est un effet du hasard. Donc voilà une autre histoire. Donc on a vu qu'on oscillait autour de la valeur moyenne. Et donc on a une variabilité réelle autour d'une moyenne. Eh bien, cette variabilité, on peut l'anticiper, on peut la déterminer, et effectivement, voilà, hein, la dispersion des valeurs autour de la valeur moyenne, cet écart type, c'est, à peu de choses près, c'est la racine carrée de l'activité fois dt. Hein, ça, c'est un nombre. Hein, ça, c'est caractéristique d'un processus poissonien. Voilà, donc on peut changer la période, hein, on peut réinitialiser, par exemple, et montrer que ça suit bien. On peut prendre par exemple une période plus faible. Donc la loi, hein, on voit que la loi théorique attendue évolue dans ce sens-là. Hein, on va partir de 50 becquerels. Et si on lance la désintégration, là c'est parti. Eh bien, on va retrouver le même comportement. On va bien rester dans... je dirais, le domaine attendu. On pourra en sortir parfois ce qu'on peut appeler des valeurs aberrantes. Hein, là, les barres d'erreur, des barres de variabilité, en réalité, ce n'est pas une erreur, hein, ce sont des barres de variabilité, c'est 2 fois l'écart type. Donc on pourra parfois sortir, mais ça arrivera assez rarement. Hein, on retrouve ici, c'est le fait qu'on a des formes géométriques particulières qui se dessinent, hein, ce qu'on appelle en statistique des séquences, hein, donc qui sont assez longues. Hein. Bon, là, on a de moins en moins de noyaux assez rapidement. Donc voilà une autre histoire. Étant entendu que si je relance ma désintégration avec les mêmes caractéristiques déterministes, hein, avec la même demi-période, j'aurai une autre histoire. Voilà, ça c'est le hasard. Hein. Alors ici, on a bien la demi-période. Hein, on voit bien que, hein, au bout de 20 secondes, ici... 21, on avait divisé en moyenne le nombre de noyaux par 2. Voilà. Voilà, on arrive à la fin, on n'a plus beaucoup de noyaux, hein, donc on est souvent à 0. Hein, mais il y a encore il y a des noyaux qui ont survécu. Et on peut, une dernière, on peut prendre une période... plus élevé, hein, on va donc baisser, on va décroître moins vite. Hein, on peut se mettre ici, hein, à peu près à 25. Donc j'initialise. Voilà, c'est parti. On va voir qu'on va respecter la loi moyenne attendue avec la variabilité. Tout ça, je le rappelle, avec un code qui, à chaque seconde, permet de calculer une probabilité, joue une probabilité déterminée ici, d'accord. Maintenant, ici, la probabilité a baissé. Hein, et si on sort 1, le noyau se désintègre. Si on sort 0, le noyau continue à vivre. Hein, je vous rappelle que c'est fondamentalement probabiliste. C'est la physique au plus profond, elle est fondamentalement probabiliste. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on va avoir une valeur aberrante, est-ce qu'on va sortir, on peut regarder, donc, donc là ici on a le compteur, si on le regarde, alors à chaque rafraîchissement d'image il s'arrête à chaque seconde, mais entre 2 rafraîchissements il a un comportement poissonien, d'accord.
hein. On voit ici l'écart entre l'activité moyenne attendue et l'activité mesurée. Voilà, voilà, ici ça colle bien. 11 pour 18, 25 pour 17. D'accord, on était un petit peu éloigné. Donc voilà ce que l'on peut. On va arriver à la période, hein. On va arriver à la période, donc la période 40 secondes, et on a effectivement, on va voir qu'on aura consommé entre guillemets la moitié des noyaux, hein, à peu près 750, voilà, on y est, hein. Il ne nous reste que la moitié des noyaux. Et voilà. Alors là, je disais ici, je n'ai pas allumé, mais j'ai peint un noyau en rouge en se disant, ce noyau-là, quelle est la probabilité qu'il se désintègre avant les 10 premières secondes? Ben là, il ne s'est pas désintégré, donc on a perdu. D'accord? Alors, il peut se désintégrer à la première seconde comme il peut perdurer. Voilà, suivant pas. Donc voilà pour une dernière petite histoire, je dirais, aléatoire, hein, qui montre que voilà, cette notion d'activité, c'est avant tout une affaire de probabilité pour chaque noyau, avec ce qui est pour moi un mystère, entre guillemets, le sel de la physique, c'est fondamentalement probabiliste. Et il faut l'admettre, hein, voilà, une fois qu'on l'a admis, ok, ça se passe comme ça, c'est une probabilité, il n'y a pas de variable cachée, il n'y a pas de mécanisme interne, voilà comment ça se passe. À noter que Einstein avait tort sur ce coup-là. Voilà pour cette petite simulation de désintégration. En vous remerciant.